inspirational skills in the business and the politics. Such organizations increase the participation of the minorities in the different roles of the Norwegian society. So I think of course, the attitude of the royal family is broadly supported by the public, opposition and the ruling parties. But concerning the developments in the Western Europe affects also Norwegian agenda. Especially in the last few years, seeing a similar polarization news, such as the conflict between radical groups, soldiers of Allah or soldiers of Odin, the insult of a known TV reporter who is a Norwegian with a minority background, a Pegida supporter, hairdresser, refuses a hijab-wearing client, has become normalized. So, even if, according to Europe, the state authorities, politicians, the government, try to unite the society and try to work out with the tolerance. Still, even Norway has an effect and influenced by the developments which happens in the rest of the Europe. So I would like to mention one of the Gandhi's words. You must not lose the faith in the humanity. The humanity is an ocean. If a few drops of the ocean are dirty, the ocean does not become dirty. I would like to talk about the new Europe. All in all, Europe has changed to be a good model for the rest of the world in the terms of creating multinational and multi-religious society. For example, last week's news about European Union membership of the Bosnia-Herzegovina, a hopeful step for the peaceful and the successful Europe. A Europe which hosts the freedom of belief, guarantees the human rights, encourages the ethnical varieties. Europe should no longer be known as the old continent, and I really hope we will have good news in the near future. This was my speech, actually, so I try to, keep it in balance because we have a limited time. But I would like to take some questions after. Thank you. Merci à notre ami de cette belle intervention et de cette présentation intéressante concernant la situation en Norvège. Ce que je note, moi, personnellement, c'est que le roi de Norvège apporte une contribution au vivre ensemble, alors que d'autres politiciens ou d'autres leaders d'État soufflent sur les braises pour essayer d'enflammer un peu plus les esprits. Et dans ce contexte-là, j'aimerais poser une question à aux différents intervenants. Dans ce contexte-là, comment trouver le juste milieu pour essayer de favoriser le vivre ensemble? D'un côté, nous avons l'exemple positif du roi de Norvège qui soutient le vivre ensemble. D'un autre côté, d'autres politiciens dans différents pays européens ou d'autres dirigeants font des déclarations racistes et anti-migrants. Comment trouver la bonne solution? Bon, tout d'abord, je pense qu'il n'y a pas de solution miracle, mais dans tous les cas, la première des choses, c'est que le vivre ensemble, c'est la seule voie pour l'Europe, parce que l'alternative au vivre ensemble, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça sera au minimum des choses qui impliqueront la mort et beaucoup de drames. Et donc il y a un élément que j'ai abordé dans mon intervention, c'est la question du récit commun. Et je pense qu'il est fondamental d'avoir un récit inclusif dans lequel l'ensemble des citoyens d'un pays
puissent se reconnaître et qu'ils puissent, au niveau de la société civile, créer des ponts entre des groupes différents, qui ont des origines différentes, qui ont des confessions religieuses différentes, et autour de certaines valeurs communes, agir pour des projets communs. Il y a une notion, moi j'ai écrit un peu sur ces sujets, il y a une notion sur laquelle je reviens souvent, c'est la question de communauté de destin. C'est-à-dire que qu'on croit en Dieu ou non, qu'on soit d'origine X ou Y, au bout du compte, on partage la même société. Et on veut tous un avenir positif pour cette société. N'importe quel citoyen français, anglais, norvégien, espagnol, italien, quelle que soit sa religion, quelle que soit son origine, il veut pour son pays un pays stable, un pays où il peut vivre en sécurité, un pays avec une prospérité économique pour que ses enfants puissent trouver du travail, un pays qui connaît un système éducatif et un système de santé de bonne qualité pour que lui-même, sa famille, ses descendants puissent se faire soigner, puissent aller à l'école, obtenir une bonne qualité, une instruction de bonne qualité. Et un pays qui connaît une cohésion sociale et un vivre ensemble effectif pour que notre avenir commun et l'avenir de nos descendants qui nécessairement vivront ensemble puisse être un avenir de paix. Donc je pense que cette idée de communauté de destin, elle est fondamentale. Parce qu'à partir du moment où il y a du commun, on construit le vivre ensemble. L'autre élément, pour réagir à un élément que Bilal a donné, c'est effectivement, on a un discours politique aujourd'hui, et nous en France, on le trouve dans, paradoxalement, le discours populiste et stigmatisant, on le trouve même, on le trouve de l'extrême droite à l'extrême gauche. De l'extrême droite à l'extrême gauche. Ce n'est pas du tout le monopole de l'extrême droite et des partis populistes de droite. Et à ce niveau-là, il faut quand même dire qu'il y a de nombreux acteurs dans tous les secteurs de la société qui tentent d'agir vers un mieux vivre ensemble. Il faut créer des ponts entre les différents espaces citoyens, les différents horizons, les gens issus de différents horizons philosophiques, politiques et religieux pour construire ce vivre ensemble. Et je vais vous donner un exemple du décalage entre parfois ce qui se fait au niveau de la société civile et ce qu'il y a au niveau du discours politique. On a connu un drame en France. Les extrémistes islamistes, comme on les appelle, qui se revendiquant du groupe Daesh, ont assassiné un homme de paix qui était un prêtre, qui s'appelait le père Hamel. Un homme de plus de 80 ans, un homme qui a œuvré toute sa vie pour la fraternité, pour la solidarité, pour le souci du pauvre et du démuni, et qui a été, de manière abominable, qui a été égorgé. Et quand j'ai appris la nouvelle, j'étais sous le choc, j'étais à l'étranger. Et j'étais agréablement surpris et j'ai publié ensuite quelque chose sur ce sujet par le décalage de réaction entre certains groupes identitaires qui instrumentalisent la religion chrétienne à des fins identitaires et racistes et la réaction de l'Église catholique qui, malgré la gravité de ce qui s'était passé, continue à avoir un discours de mansuétude, un discours de miséricorde, un discours de fraternité qui cherchait à créer des ponts et à maintenir la fraternité entre les musulmans et les chrétiens. Et la multiplication de ce type d'initiatives communes permettra de favoriser un mieux vivre ensemble. Of course, we have a challenge, but the solution is not easy. But from my point of view and the experience we have in Norway, it's not impossible either. But we have to be open and we have to challenge the attitudes of all the radical movements. Not only one-sided, but also sometimes the radical movements from our society as a Muslim has to be challenges from us. Then it will be easier to explain it or let the others to understand us. The tolerance is an important view, and if we cannot challenge all the radical movements in the both sides, we are not able to find a solution for this problem, because hate builds hate.
And the end of this situation, only the radicals wins. If it's in the right side or the left side, it will be the same. One of the reasons I show in my speech the two radical movements as a demonstration, and the soldiers of Odin, it reminds me the earlier the Nazi movement, also the soldiers of Allah. It's the two radical groups, which is, you know, putting a barrier for our solutions. So we have to be open, and we have to fight, and we have to discuss about the both groups in the same level. This is the King of Norway, I think, I guess, in that sense. He has been challenged, and this is the way to go. Merci pour ces précisions. J'aimerais poser une dernière question avant de donner la parole au public, si vous avez des questions à poser. Et donc, je ne sais pas qui est-ce qui voudra répondre, mais que répondez-vous aux personnes qui demandent, aux personnes issues de l'immigration, aux citoyens français ou norvégiennes de cultures différentes, de s'adapter à la vie de la société, à la vie... Donc, que dites-vous, que répondez-vous aux personnes qui demandent aux personnalités issues de l'immigration ou aux norvégiennes de cultures différentes ou aux français de cultures différentes de s'adapter à la majorité, à l'opinion de la majorité, à la vie, au modèle, au way of life de la majorité? Là, il y a plusieurs éléments. Il y a un premier point qui est effectivement quand on est étranger, qu'on arrive dans un pays. Moi-même, j'ai vécu à l'étranger. Effectivement, on essaye un peu de comprendre la société dans laquelle on vit et d'intérioriser un certain nombre de codes sociaux et culturels qui peuvent exister. Mais le problème, c'est que cette question, elle est très instrumentalisée politiquement. Et l'exigence d'adaptation est souvent une exigence à l'assimilation sur la base de critères complètement arbitraires. Et c'est pour ça que ce que je dis, c'est que pour éviter l'arbitraire des politiques qui vont utiliser cette idée de nécessaire adaptation,